commerciaux de France et l'UPE 13. On a un partenariat avec l'UP depuis maintenant une quinzaine d'années. Et le but des clubs de la performance commerciale, c'est d'aller chercher des intervenants autour de 3 grandes thématiques qu'on essaye de regrouper sur un programme d'1 an. 3 grandes thématiques autour des techniques classiques de vente. On a toujours besoin, quand on fait du développement commercial, de revenir aux fondamentaux. Donc, les techniques de vente. On parle également digital, bien évidemment. Donc, vous avez des clubs qui sont animés par des experts sur le digital, puisque, bien évidemment, le digital, c'est invité de la partie dans le développement commercial. C'est devenu incontournable, encore plus avec ce que l'on vit en ce moment. Et puis, dans ces clubs, on traite également d'une 3e thématique qui est l'état d'esprit, le mindset, le savoir-être du vendeur, du commercial, qui est une partie également très importante. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie de commercial. Donc, l'état d'esprit est fondamental. Donc, on traite de ces 3 sujets. Vous avez tout le programme sur les pages sociales de l'UPE 13, les pages sociales des DCF. Et vous pouvez également vous inscrire à des clubs directement sur le site de l'UPE 13 dans la rubrique Agenda. Vous avez la liste des clubs. Donc là, on est sur des programmes, entre guillemets, un peu de transition, puisqu'on a, sur le site de l'UP sont annoncés des clubs en présentiel qui sont mis entre parenthèses sur le mois de novembre. On ne sait pas en décembre à quelle sauce on va être mangé, mais écoutez, on avisera le cas échéant et on s'adaptera. Nathalie Azema de l'UPE 13, qui est parmi nous, remplace Sylvie pour l'animation de ce club. Nathalie, je te laisserai dire un mot sur l'actualité de l'UP, si tu le veux bien, après le tour de table. Donc, ce que je voulais faire, on a 5 minutes. C'est vrai qu'on vit une actualité qui est quand même très, très, très particulière. Ça fait maintenant plus de 8 mois qu'on vit une actualité économique sans précédent. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, si vous le voulez, voilà, c'est l'occasion pour vous. Si vous avez des choses à dire, partagez avec nous comment vous vivez cette situation, comment ça se passe dans vos organisations, dans vos entreprises, comment vous prenez la température sur le terrain chez vos clients. Si vous avez envie de dire un mot sur le sujet, en vous présentant très brièvement et puis de partager avec nous un peu votre ressenti et votre vécu sur le sujet, ben vous êtes les bienvenus. Alors, on a jusqu'à 2h10, 2h15 max, parce qu'après, on a l'intervention de Samir qui démarre à 14h15. Mais si vous souhaitez dire un mot, en tout cas sur la situation, vous êtes les bienvenus. C'est le moment de le faire. Levez la main à l'écran et puis je vous donnerai la parole. Donc, si vous voulez prendre la parole, c'est maintenant. Il faut activer les micros pour prendre la parole. Gaël, vas-y Gaël, je t'en prie. Il faut activer le micro, Gaël. Le micro n'est pas activé. Voilà. Bonjour à tous. On est nous dans une situation assez particulière, c'est-à-dire qu'on a créé notre boîte en mars 2020. Parle plus fort, on t'entend mal. Vous m'entendez là? Oui, approche-toi du micro, ouais, tout à fait. Oui. Oui, donc nous on a créé notre boîte en mars 2020. Donc pour les générations futures, on sera certainement des héros, des gens dont on parlera dans l'histoire. Et surtout, on est des anciens dirigeants d'entreprise et on a monté une boîte suite à la vente de notre entreprise. On a vendu il y a 1 an pour l'un et 2 ans pour l'autre, nos parts. Et on a monté une boîte d'accompagnement des dirigeants qui s'appelle INSEO, juste pour préciser. Et donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à ce webinaire, on a décidé de travailler sur la stratégie commerciale digitale, et notamment avec toi, Olivier. On n'avait pas vraiment le choix en même temps, parce que depuis mars 2020, pour créer une boîte, moi j'ai créé une boîte en 1998, où j'ai développé ma boîte normalement. Bon, là, cette année, pour développer une boîte normalement, entre guillemets, c'est assez compliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les nouvelles stratégies commerciales, notamment digitales, réseaux, qui dans ma précédente vie, je ne l'avais pas vraiment beaucoup activé. Et là, donc, sur la création de cette boîte, pour le développement, effectivement, on est complètement axé sur la stratégie digitale en non présentiel et voir ce que ça donne, puisque de toute manière, on est un peu en attente et que on ne
termes d'interaction humaine pour développer une boîte from scratch en 2020, c'est assez compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si je suis clair. Mais... C'est très clair. Oui, vous pourrez échanger. Alors, Samir commencera à 14h15, mais encore une fois, le but de ces webinaires, c'est qu'il y ait des échanges. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous voyez le chat à droite si vous avez des questions à poser à Samir. Et puis, de toute façon, à la fin de l'intervention de Samir, on se gardera un temps de questions-réponses pour échanger ensemble et profiter effectivement de Samir, de son expertise, pour traiter, Gaël, de tous ces sujets. Sophie, tu voulais dire un mot, je crois, avant qu'on démarre. Je t'ai vu lever la main juste après oui, Gaël. Je te remercie. Tu voulais un peu des retours du terrain, c'est-à-dire les retours de notre salon. Donc, moi, je suis Sophie Agulon, j'ai une agence d'événementiel. Moi aussi, j'ai jackpot cette année, qui s'appelle Qualibri Event. Et là, je viens prendre un peu une petite piqûre d'énergie. Voilà, une ouverture d'horizon sur ce qu'on peut mettre en place, sachant qu'évidemment, nous, notre attitude, c'est de se dire, bon, il n'y a pas de fatalité, hein, on s'adapte, on trouve des idées, on met en place des offres digitales. Voilà, que vous vouliez faire juste une simple visio ou un événement en digital un petit peu plus élaboré, on a des solutions, des idées. Donc voilà, donc c'est vrai que là, après, c'est maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, qu'on a mis en place, comment on donne envie à nos clients de, malgré tout, investir des budgets sur des choses sur lesquelles on a l'impression que ce n'est pas complètement un événement. Voilà, c'est arriver à les mobiliser aussi là-dessus et les aider à mobiliser leurs équipes. Merci Sophie, je vois Franz qui lève la main. Tu peux y aller, Franz, si tu m'entends. Oui, je t'entends. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis avocat et j'ai créé une Legal Tech qui vise à faire un truc très précis qui est remplir les registres de titres et des PV d'AG, non pas sur le papier par AFECOTE, mais en ligne sur un blockchain, ce qu'autorise la loi depuis 2018 et 2019. Et donc, on est en train de faire notre lancement commercial, la plateforme est prête, les offres sont prêtes, et ça tombe bien parce que, à la différence des petits camarades qui ont des problèmes parce qu'effectivement on est en confiné, nous c'est tout en ligne, donc voilà, c'est quand même plus commode. Et donc, il faut que j'apprenne à commercialiser en ligne. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis joint à cet atelier. C'est pour apprendre, parce que moi, je connais bien le droit, mais pas du tout le commerce. Et donc, par quoi je commence pour vendre mes offres, les amis? Voilà. Parfait, super. On est en plein dans le sujet, Samir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Pascal, vas-y. Moi, je voulais juste revenir par rapport au premier confinement. Nous, on n'a pas du tout la même configuration. Donc, nous, on est une agence de business développement sur Avignon. Et pour le coup, ce deuxième confinement est complètement différent. Nos dirigeants sont là, ils sont toujours présents, ils ont envie de faire des choses. On commence à faire des ateliers collaboratifs sur justement le télétravail, le management des équipes, etc. Donc, nous, on le vit. C'est encore pas génial, hein, mais en tous les cas, on ne le vit pas de la même manière. Le premier confinement avait été un arrêt total de notre chiffre d'affaires. Et là, quand même, on est dans une dynamique où les dirigeants, ils continuent et au contraire, ils nous appellent en disant « Bon, profitons de ce moment-là pour se poser et on sait que ça va encore durer. » Et du coup, voilà. Donc, nous, on est plutôt contents de ce qui se passe. Enfin, pas ce qui se passe, mais par rapport au premier confinement, on est plutôt rassurés. Voilà. On est dans une situation qui est différente. C'est vrai que, mis à part les plaisirs de la vie, entre guillemets, toute l'activité économique, elle est maintenue. Il n'y a pas eu de cassure comme il y avait eu au premier confinement. Alors, dans l'événementiel, je mets les plaisirs de la vie, Sophie. Bien sûr qu'il y a des activités qui sont à l'arrêt complètement, la restauration, commerce, etc. Mais sinon, il n'y a pas eu de cassure comme on a pu le vivre lors du premier confinement. C'est la différence majeure. Et c'est ce qui pose aussi bien évidemment problème aux autorités si on regarde le sujet du côté sanitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière personne qui souhaiterait prendre la parole avant que je rebondisse sur Nathalie et l'actualité de l'UP? Alors, sachant que vous avez le chat pour poser des questions, et puis à Samir, n'hésitez pas. Écoutez, merci. Nathalie, tu veux dire un mot sur l'UP, et puis ensuite, je te laisserai passer la parole à Samir.
Très rapidement, merci beaucoup Olivier. D'abord, je vais peut-être commencer par me présenter parce que la plupart d'entre vous connaissez Sylvie. Je suis donc Nathalie, son homologue, et j'ai en charge le territoire étang de Berre, donc je fais sensiblement la même chose que Sylvie. Sans paraphraser Olivier, vous vous retrouvez sur notre site toutes les animations qui sont programmées pour les semaines à venir. Bien entendu, pour l'instant, c'est en distanciel, mais on espère pouvoir vous retrouver tous en présentiel très très vite. Concernant l'actualité de l'UPE 13, si vous nous suivez, vous avez vu qu'on a un président, la personne de Philippe Corsia, qui reste très actif, qui monte régulièrement au front sur un certain nombre de sujets. Je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux, Link, Twitter. Et puis vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons territoire par territoire un fil WhatsApp, où là aussi on vous poste très régulièrement toutes les actualités qui peuvent concerner vos activités. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur ces fils WhatsApp, à le demander à Sylvie qui vous y associera voilà, avec grand plaisir. Nathalie, le fil WhatsApp, il est réservé aux adhérents UPE 13 ou il est ouvert? Alors, il est idéalement réservé aux adhérents de l'UPE 13, oui, tout à fait. Peut-être vous parler en 2 mots d'un nouveau rendez-vous qui vous est proposé depuis le début de la semaine, qui a été lancé donc, par les équipes, le nouveau talk de l'UPE 13, Place des entrepreneurs, qui fait se retrouver quelques chefs d'entreprise, voilà, pour échanger un petit peu sur l'actualité que nous traversons tous. Des émissions qui sont animées par le président ou par un membre du bureau de l'UPE 13. Donc là aussi, à suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Notre ligne conseil, bien évidemment, et les équipes juridiques qui restent mobilisées à vos côtés. Donc là aussi, les permanents des territoires font le lien si vous le souhaitez. Je ne vais pas monopoliser davantage la parole, je vais laisser la place à Samir. Simplement vous informer que, comme nous le faisons traditionnellement, cette réunion est enregistrée, voilà, puisqu'après, ça nous permet de capitaliser sur l'ensemble des échanges que vous avez apportés les uns les autres. Et puis, pour la bonne tenue de cet échange, mais vous en avez, je pense, tous l'habitude maintenant, je vais vous inviter à couper vos micros, voire même vos caméras. Et comme l'a dit Olivier, il y a le chat donc, où vous pouvez intervenir et où Samir vous donnera la parole. Merci à tous et bonne réunion. Merci. Alors, coupez pas tous vos caméras parce que quand on est face à un mur noir, c'est quand même moins sympa. Je donne des cours à la fac et à la fac, j'ai régulièrement 36 ou 38 caméras noires, donc c'est pas top. Bon, merci. Alors, je vais basculer le document en espérant que tout fonctionne. J'ai essayé tout à l'heure et ça marchait. Là. Voilà. Normalement, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, là? Bon, a priori, oui. C'est bon, Samir. Allez, super, voilà, je te remercie. Alors, hop là, voilà. Donc, l'objet de l'atelier, alors je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit. Je ne vais pas faire un atelier uniquement sur la partie stratégie digitale. Je vais aborder cet aspect-là à un moment donné dans le sujet. S'il y a des questions de façon beaucoup plus précise dessus, je peux y revenir. Je ne suis pas un expert de la stratégie digitale. Je travaille avec des experts qui ne font que ça. En revanche, pour certaines de mes entreprises, on a effectivement mis pas mal de choses en place au niveau du digital. Là, la question, le sujet était de se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut avoir quand même un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la situation? Est-ce qu'on est capable de se poser des questions sur repenser sa stratégie, alors sa stratégie commerciale également, et du coup j'ai voulu refaire un petit check-up sur, bon, ça veut dire quoi finalement penser sa stratégie, et comment ensuite le digital, les outils numériques peuvent venir m'aider à mettre en place des éléments beaucoup plus pérennes, entre guillemets, pour que mon entreprise perdure au-delà du Covid et bien évidemment au-delà des années. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous avez des questions plus précises sur des sujets que je vais aborder, n'hésitez pas à m'interpeller. Et puis dans la mesure où je peux répondre, je le ferai. Alors, juste un petit... Alors, je vais basculer, je vais me remettre à basculer là-dessus. Voilà.
Petit point rapide sur qui je suis. Alors, je ne vais pas m'étendre, hein. J'ai 25 ans d'expérience. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du conseil aujourd'hui. J'accompagne les entreprises sur 3 champs. Un, la croissance. C'est-à-dire qu'un des volets, c'est vraiment la croissance. Croissance, structuration. Avec l'autre élément de base, c'est l'innovation. C'est-à-dire que systématiquement, on se rend compte que pour croître, il faut être en écoute du marché, en écoute de ce qu'on appelle l'insatisfaction des clients. Et dès qu'il y a des opportunités de développement, eh ben, on peut à un moment donné se poser des questions et croître. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Si vous avez ensuite des questions, n'hésitez pas. Les volets sur lesquels on va essayer d'avancer aujourd'hui, l'approche marketing, le marché, les ressources et compétences de l'entreprise, les actions stratégiques et ensuite les logiques d'action qu'on peut mettre en place. Toujours avec ce volet digital qui peut permettre de venir finalement croiser ce qui se passe aujourd'hui avec ce que normalement une entreprise doit faire et doit essayer de prévoir. Voilà. Donc, je reviens sur la création d'entreprise. Là, je rebondis notamment sur ce que disait Gaël tout à l'heure. En général, une entreprise qui se crée, elle vient souvent du savoir-faire du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a un savoir-faire, il va essayer de le mettre en avant. Il peut avoir une idée, une opportunité. Il détecte un besoin qui est non identifié. Et je parlais tout à l'heure des étudiants, je donne des cours en master agroalimentaire à l'université d'Aix-Marseille. Et je travaille avec des futurs responsables qualité qui doivent essayer d'identifier des idées de produits. Et donc souvent, un des éléments, c'est qu'ils arrivent soit avec une idée d'un produit ou d'un ingrédient, soit quelqu'un a identifié en disant moi la dernière fois je voulais manger des chips et puis je me suis rendu compte que et en fait on va partir de ces éléments là puis ensuite on va essayer de les développer. Voilà. Ça peut arriver bien évidemment d'une situation de chômage, enfin bon, les quelques axes sur lesquels on a l'entreprise sont plutôt ceux-là. Donc souvent au niveau commercial, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, on en avait parlé sur un des ateliers, c'était le modèle économique. C'est-à-dire qu'on va travailler sur son modèle économique. Et souvent, on peut reprendre cet aspect de modèle économique pour se poser des questions sur son développement. Donc ceux qui le connaissent ou pas, je vais le reprendre, mais très rapidement, je vais passer dessus. C'est juste un point de départ en se disant, souvent quand on est dans l'action commerciale, et notamment quand on est sur le volet digital, on revient sur ces aspects-là et on se pose des questions sur mon offre, on se pose des questions finalement sur la partie des clients, qui sont nos clients. Et quand on travaille notamment sur le volet digital, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin et pas seulement se contenter de dire je travaille avec des particuliers, mais on fait ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer vraiment de façon extrêmement fine sur la typologie du client. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, alors je peux prendre Facebook, mais je peux prendre énormément d'autres outils, sur lesquels on doit avoir des qualités de connaissance de ses clients qui est de plus en plus fine pour être sûr qu'à un moment donné, dans la conversion et dans l'acte d'achat, entre le moment où on a identifié leurs besoins et le moment où on a été capable de proposer une offre et de la faire connaître, on est obligé d'être très pertinent. Voilà. Sinon, finalement, dans le process de vente, on finit par avoir des gens qui partent et du coup, qui ne vont pas convertir. Donc, les clients, comment est-ce qu'on va diffuser notre offre ? Sujet intéressant, notamment via le digital. Comment vous interagissez avec vos clients? Alors ça, c'est fondamental. Je reviens tout à l'heure sur un champ en disant que la première période du Covid avait stoppé, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, sur la première période du Covid, il y a des outils qui ont explosé. La visioconférence, là aujourd'hui, on est en visio. À l'époque, au mois de janvier 2020, on posait la question à un acheteur de dire « je vous propose une visio ». L'acheteur vous disait non. Aujourd'hui, vous proposez à un acheteur un rendez-vous en visio, il vous dit oui. Donc, il y a quand même des bouleversements qui arrivent et on peut, à un moment donné, se dire qu'on peut interagir de façon totalement différente, finalement, avec nos clients. Voilà. Alors, ce que ça vous rapporte, je passe sur les éléments, ressources clés. Tout le monde connaît aujourd'hui le Canvas, le business model, je n'ai pas besoin de méditer dessus. Ce que vous êtes capable de faire, les partenaires clés, ça c'est important. Et puis ensuite, effectivement, cette logique de coût, qui permet de se dire finalement comment j'arrive à développer mon activité, quelle rentabilité je dois aller chercher et comment j'arrive à articuler les différents blocs. Voilà. Ça, c'est un outil qu'on utilise assez régulièrement. Deuxième outil qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le couple produit-marché. C'est ce croisement finalement entre votre offre, entre vos clients. Ça, c'est un outil qui est relativement utilisé en action commerciale et
il peut s'utiliser de la même façon, quel que soit le mode d'action commerciale que vous allez mettre en place, c'est de se dire, je connais mes clients, je connais l'évolution du chiffre d'affaires, je connais la rentabilité, je connais bien évidemment les prescripteurs qui m'ont permis potentiellement de les avoir. Alors, ça peut être des prescripteurs numériques, ça peut être des outils, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des collectivités, ça peut être peu importe. Mais je sais d'où ça vient et ensuite je suis capable, finalement, en regardant ces éléments-là, d'optimiser mes actions commerciales et marketing. Voilà. Et souvent, on se rend compte, hein, et depuis que je fais ce métier de conseil, c'est que souvent on arrive par la clé du chiffre d'affaires. Comment est-ce que j'arrive à développer le chiffre d'affaires de mon entreprise? On commence à regarder les éléments d'analyse et finalement on finit par se focaliser uniquement sur ce qui est souvent le plus intéressant économiquement ou le plus facile commercialement. Voilà. Et on en oublie souvent des éléments beaucoup plus importants. Alors je passe sur cette partie-là. Je redis un mot sur la loi Pareto. Tout le monde connaît les 20-80, d'accord, qui est souvent utilisé, encore une fois, dans l'analyse commerciale, avec ce qu'on appelle souvent les clients qui font 20%, enfin les 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires, ce qu'on va appeler les clients A, clients qu'il faut conserver, sur lesquels on va se poser des questions, sur lesquels on va miser, on va faire souvent des efforts supplémentaires. En tout cas, clients qu'il ne faut absolument pas perdre, d'accord ? Et puis, on a les clients qui représentent 50% du marché, enfin de notre clientèle, qui représentent 15% du chiffre d'affaires, moins intéressant. Et puis, on a les derniers 30% qui sont encore moins intéressants. Souvent, dans l'action commerciale, on s'arrête uniquement à cette activité-là, à ce point-là. On ne va pas plus loin. Voilà. Le plus loin, c'est le coup d'après, qu'on appelle la loi Pareto adaptée, sur lequel, en fait, vous avez un croisement entre le potentiel de développement de vos clients et finalement le chiffre d'affaires. Tout le monde connaît cette matrice ou pas? Oui, non? Ceux qui disent, ceux qui sont à l'écran, oui, non? Bon. Alors, l'objectif, en fait, c'est de se dire la chose suivante, c'est qu'on connaît nos clients, on ne connaît pas forcément la totalité de nos clients, ça c'est le premier point, et on ne connaît pas forcément le potentiel de développement qu'on pourrait avoir chez ces clients. Donc souvent, un des éléments qu'on essaye de mettre en place, c'est de se dire, on peut faire des vrais rendez-vous avec ces clients-là, analyser le potentiel d'achat. Alors si je leur vends un produit ou un service, c'est finalement de leur poser la question de combien vous achetez de produits ou combien vous achetez de services à l'année, et ensuite de mesurer que peut-être à un moment donné, on ne fait qu'une petite partie de ce chiffre d'affaires-là et pas une partie supplémentaire. Voilà. Alors, encore une fois, on est toujours dans une logique qui est strictement marketing et commerciale. On va essayer de comprendre les clients qu'on a dans notre panier, on va essayer d'optimiser les ressources qu'on va mettre en place, on va essayer de faire plus de chiffre d'affaires, plus de marge, on va essayer d'avoir peut-être une relation qui est plus gagnant-gagnant pour que vraiment on puisse construire sur le long terme. Cela étant, et on l'a bien vu, quand vous avez le gouvernement qui annonce à un moment donné un arrêt et un confinement, c'est très bien d'avoir mis ça en place. Cela étant, si vous ne l'avez pas anticipé, c'est une problématique. Donc souvent, ce qui se passe, et on le voit là dans le contexte actuel, c'est qu'on a ces actions-là commerciales et marketing qui sont souvent impactées par la réglementation. On peut avoir des raisons effectivement économiques, on peut avoir une volonté du chef d'entreprise qui fait qu'à un moment donné, on peut diriger, on peut arrêter, on peut aller dans des directions différentes. Et on se rend compte de fait aujourd'hui qu'on a des raisons macroéconomiques qui viennent s'imposer à nous et qui à un moment donné, si on les a pas regardées de loin et si on n'a pas été actif et si on n'a pas anticipé, en fait, on se retrouve dans des situations compliquées. Et ça, c'est d'autant plus vrai que quand on est souvent dans des métiers, et je vais parler d'un métier que je connais bien parce que j'ai une amie aujourd'hui qui va arrêter son activité, qui est traiteur. Elle était restaurant, voilà. Elle a basculé sur une activité de traiteur, alors en changeant complètement son modèle économique, en intégrant des choses différentes. Elle a mis en place des actions qui lui ont permis de développer son chiffre d'affaires de façon relativement importante. Cela étant, le Covid, personne ne l'avait imaginé, personne n'avait pensé qu'on pourrait arrêter les choses de ce type, et là, on se rend compte qu'effectivement, à un moment donné, c'est compliqué. Et on peut rebondir, je reprends l'agence événementielle, Sophie, qui effectivement peut réfléchir à des problématiques en se disant, je remets en place des modèles ou des solutions, potentiellement avec le digital, pour voir comment le digital peut m'aider. Enfin bon,
Tout ça pour dire qu'on a des évolutions qui sont de plus en plus rapides. Alors, j'en cite quelques-unes, hein, Big Data, réalité virtuelle, exosquelette, enfin, ça c'est typiquement, là par exemple, j'ai accompagné des entreprises sur chacun des secteurs. Aujourd'hui, j'accompagne une entreprise qui développe une intelligence artificielle, qui est capable d'aller récupérer, de faire de la veille intelligente, de vous récupérer les informations pertinentes et de vous écrire des résumés de tout ce qu'elle a récupéré sur Internet. Bon. Bah, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va lire des flux, qui va aller faire de la veille, qui va même analyser quand bien même tous les moteurs qu'elle a mis en place, eh ben, ça va permettre d'avoir un gain de temps. D'accord ? Donc si on n'est pas à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer, je parle du changement climatique, des entreprises qui travaillent avec des pays sur lesquels il y a des vraies problématiques. Aujourd'hui, on a une course, par exemple, pour l'eau. Donc on doit, à un moment donné, on doit essayer de se poser la question, de se dire, il peut y avoir des choses qui arrivent. Bien évidemment, je ne peux pas penser à tout, je ne peux pas réfléchir à tout. Cela étant, ce qui me permet de pouvoir être le plus agile, je dois pouvoir l'intégrer de façon structurante sur mon activité. Voilà. J'allais dire 3 façons, 3 actions. Bien sûr, première chose, c'est d'essayer de se dire que je peux essayer de protéger mon entreprise. La deuxième, c'est que je peux me dire que je ne regarde pas. Et puis, bah, de toute façon, moi, aujourd'hui, ça ne me touchera jamais. Vous expliquez à une entreprise qui est sur un territoire qui fait 50 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui peut se passer, qui a des implications macroéconomiques, bah, elle vous dira bah non, ça ne me touchera pas. De toute façon, sur mon territoire, il ne peut rien se passer, rien n'arrivera jamais, et aujourd'hui, tout va bien. Et j'ai eu le cas alors, le PGE a été mis en place, on parlera tout à l'heure de trésorerie, mais des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui avec des découverts, il y en avait énormément avant le Covid. Des entreprises qui continuent à fonctionner avec une trésorerie qui est alimentée uniquement par le PGE, eh ben, il continue à y en avoir beaucoup. Donc il y a des fois des choses qui sont évidentes aux yeux du chef d'entreprise et qui pourtant, il ne les prend pas en compte et il n'essaie pas de trouver des solutions et des palliatifs. Donc effectivement, l'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire passer ce cap-là. Alors, rapidement, souvent, on est dans une logique de très long terme avec le métier qu'on va choisir. Quand vous devenez traiteur ou que vous décidez de faire de l'accompagnement de dirigeants, eh ben, quand vous avez commencé sur votre métier, il est très difficile ensuite de faire évoluer ces éléments, souvent les faire évoluer à la marge. On peut avoir un repositionnement totalement différent. Et le défaut qu'on a, c'est que on passe finalement de ce métier-là à très rapidement des actions commerciales en se disant, OK, je fais quoi ce mois-ci, je fais quoi cette année, je fais quoi la semaine prochaine. Il faut que je facture, il faut que j'arrive à produire, il faut que j'arrive à vendre. Et on finit finalement par oublier ces éléments-là de moyen terme et de long terme. Voilà. Donc l'objectif, c'est de se dire comment est-ce que je les remets en boucle et comment, du coup, grâce au digital, j'arrive à faire en sorte que ces actions-là, je ne les oublie pas et je fasse qu'elles perdurent. Alors, je vais rappeler 2-3 points. Alors, encore une fois, j'essaie de rebalayer le contexte pour que les choses soient bien claires. Domaine d'activité stratégique, c'est souvent une triptyque entre la typologie du client que vous avez, les besoins à satisfaire, et souvent les besoins à satisfaire, on se rend compte aujourd'hui avec le digital que ça commence à être une notion clé, parce qu'on est obligé d'aller chercher des mots-clés, et donc on se pose la question de se dire, mais qu'est-ce que cherche finalement mon consommateur, mon client? Sauf que pendant des années, quand vous posez la question aux entreprises, quel est le besoin de tes clients? Alors, je ne vais pas revenir sur qui sont tes clients, souvent on ne les connaissait pas. Quels sont les besoins à satisfaire? On ne les connaissait pas. Par contre, on connaissait sa techno, on savait ce qu'on avait à faire et on essayait de le vendre et de le développer. D'accord? Dernier élément qui, normalement, n'est pas dans le domaine d'activité, c'est le territoire. Voilà. Et ben, sur cette slide-là, on a énormément d'éléments qui permettent à un moment donné d'anticiper et de se poser des vraies questions. Alors, j'avance. Un exemple, cœur de métier, le sel, ceux qui ne comprennent pas. Je fais du sel, j'ai plusieurs possibilités de domaines d'activité stratégique, le déneigement, l'agroalimentaire, l'industrie, le traitement de l'eau, ce qui permet de se dire, j'ai effectivement des champs sur lesquels je peux intervenir, et après, je peux avoir une analyse marketing plus fine, et je peux avoir un plan d'action commercial encore plus précis. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que souvent, on va avoir une analyse du marché macroéconomique, c'est-à-dire en fonction des domaines d'activité stratégiques. Voilà. Les éléments sur lesquels on peut intervenir. Alors pour ceux qui ont fait un peu de stratégie, on appelle ça un porteur ou un pestel importeur, vous avez les deux champs, mais globalement c'est de se poser la question de ces facteurs macroéconomiques sur mon entreprise,
pour se dire à un moment donné, le plan d'action commerciale que je suis en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus qui va faire que? Voilà. Quand il y a une réglementation qui fait que le crédit d'impôt diminue, quand vous avez une réglementation qui d'un coup vous interdit un produit, quand vous avez un pays qui décide de droits de douane sur votre marché alors que c'était 50% de votre marché, eh ben, il se passe des choses qui, à un moment donné, si on ne les regarde pas en faisant un zoom arrière, eh ben, on a de fortes chances, à un moment donné, de se retrouver dans le mur. Donc, en détail, sur le PESTEL, alors on a l'activité économique, on a l'ensemble des éléments économiques, alors des facteurs. L'objectif d'avoir, ça aussi c'est un élément qui est assez simple à comprendre, c'est que quand on fait ce travail-là, on ne fait pas ce travail-là en ayant juste une photographie le 31 décembre, mais on essaie de faire ce travail-là en regardant les tendances d'évolution. D'accord ? Donc quand on récupère des infos, on ne récupère pas des infos au mois de décembre, on ne récupère pas une étude de 2017, on récupère une étude de 2020 qui nous permet d'avoir les 10 dernières années et potentiellement des perspectives sur les 5 ou 10 prochaines années. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir. Je vois un froncement de sourcil. C'est effectivement très difficile d'avoir des perspectives sur les 5-10 ans. Cela étant, il y a des méthodes d'enquête qui permettent notamment sur ce qu'on appelle les insatisfactions de vos clients, d'essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi ils changent et avec quelle vitesse ils changent. Et ils évoluent. Voilà. Vous avez acheté ce smartphone-là il y a 10 ans, et puis vous avez changé 5 ans après, puis vous l'avez changé 1 an après, puis vous l'avez changé 3 mois après. Et en fait, ça permet d'avoir comme ça des tendances naturelles d'évolution et de se dire que finalement, cette évolution-là, eh ben, elle est en train de s'accélérer. Et il y a fort à parier que d'ici 2 ans, ben, ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de numérique, ça sera totalement différent. On parle d'automation, enfin, on parle de pas mal de choses. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, à un moment donné, ces éléments-là, malgré tout, on a tendance à les oublier parce qu'on est sur le terrain et parce que du coup, il faut que je fasse entrer du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, autre élément, ce qu'on appelle les éléments micro, là c'est les forces de porteur, pouvoir de négociation des clients. Il est évident que quand on a un site e-commerce ou quand on s'adresse à des dirigeants d'entreprise, on a quand même une capacité à trouver des clients qui est relativement importante. Et donc c'est vrai que individuellement, chaque client ne peut pas vous imposer des choses. Maintenant, quand vos 2 seuls clients sont Airbus et Boeing, pour le coup, la problématique, elle est totalement différente. Voilà. Et quand on arrive à des entreprises, et c'est le cas où on a un client qui pèse plus de 20, plus de 25, plus de 30, plus de 40% de chiffre d'affaires, là, ça doit être des sonnettes d'alarme. Voilà. Et des clients qui disent non, mais des clients à moi qui disent ce client-là, je le connais, je ne m'inquiète pas, il continuera à travailler avec moi et qui, puis 3 ans après, vous appelle en vous disant finalement, non, il a décidé de changer et j'ai 6 mois pour retrouver 40% du chiffre d'affaires, et ça arrive. D'accord ? Donc, il doit y avoir, même dans la démarche commerciale, comme ça, des petits indicateurs. Tout à l'heure, je parlais de Pareto. Quand on travaille sur Pareto et qu'on se rend compte que en sortant le chiffre d'affaires, j'ai un client qui pèse 25% de mon chiffre, ok, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je le quitte, évidemment que non. Par contre, comment je fais pour faire en sorte que ce pourcentage-là, dans le mix de mon chiffre, devienne moins important. Voilà. Et je mets en place un plan d'action. Alors, pouvoir de négociation des fournisseurs, on l'a vu, la Chine qui finalement décide de pas mal de choses, eh bien, très bien. Si je suis dépendant de produits chinois, comment je fais pour relocaliser certaines activités? Comment est-ce que je fais pour trouver et diversifier sur les territoires potentiellement mes fournisseurs? Comment peut-être est-ce que je change des process différents? J'essaye d'avoir ces éléments-là en ligne de compte. Menace, produit substitution, menace des nouveaux entrants, et puis finalement la concurrence au sein du marché. Voilà, alors je passe sur tous les blocs. L'analyse concurrentielle. Voilà. Il faut que je connaisse mes concurrents, et il faut que je connaisse mes concurrents non pas seulement par rapport à ce que je suis capable de faire, mais il faut que j'essaie d'identifier également ceux qui potentiellement, on l'a vu juste avant, qui peuvent avoir une taille ou des éléments de force qui sont intéressants. Voilà. Je découvre aujourd'hui qu'un de mes concurrents a mis un outil en place, a mis un CRM en place qui est relativement performant, je dois me poser la question de savoir pourquoi c'est le cas. Voilà. Donc je dois systématiquement essayer d'avoir des analyses très précises
le plus précise possible pour me dire, à un moment donné, je peux me comparer. Alors, on peut se dire, je suis unique, je suis incomparable, je peux avoir les éléments de choses. C'est pas grave. On peut quand même découvrir des éléments intéressants chez ses concurrents. On peut découvrir des fournisseurs, on peut découvrir des méthodes, on peut découvrir des potentiels de marché qu'on n'avait pas soupçonnés. Et ça peut permettre à un moment donné de se dire, bah tiens, j'ai eu le cas il y a 10 jours, on est allé voir un des concurrents, il y avait des marchés à l'international qu'on n'avait pas imaginés. Et puis bah, finalement, vous vous rendez compte que votre concurrent, lui, son site internet, il est en 6 langues supplémentaires. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a décidé d'aller sur ce marché alors que ce marché-là ne me semblait pas pertinent? Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé d'aller travailler avec des collectivités alors je pensais que ces collectivités n'étaient pas intéressantes? Et ça permet à un moment donné aussi de se remettre en question. Une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, on essaie de reprendre ce qu'on appelle les 6 grandes classes de ressources. Première classe de ressources, c'est ce qu'on appelle les ressources financières. Alors, en ce moment d'actualité, c'est vraiment un élément important. Il y a des enquêtes qui indiquent s'il y a eu des modifications de comportement d'achat. Tout à fait. Alors, j'en profite, là, je relis juste les commentaires. Il y a très souvent, dans tous les secteurs d'activité, des enquêtes qui sont produites. Voilà. Des enquêtes, des études de marché, il y a pas mal de choses qui donnent des tendances. Ça, typiquement, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent non seulement de s'en approprier, d'avoir une lecture, et puis de se dire, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Chaque année, tous les 6 mois, on essaie de se dire, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs d'influence qui peuvent venir impacter mon activité cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Dans 5 ans, bon, c'est trop loin, peut-être qu'on ne va pas prendre de décision structurante. Cela étant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir le faire? Voilà. Aujourd'hui, quand on voit l'impact du numérique et quand on voit les modifications sur les stratégies commerciales grâce au numérique, bah, quand on arrive dans des entreprises et qu'on se rend compte qu'il y a encore 70% du parc qui n'ont pas de CRM, bah, on peut s'interpeller en se disant comment c'est possible? Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment vous avez une traçabilité des clients? Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des plans d'action? Comment vous arrivez à les suivre, enfin voilà. Donc tous ces éléments-là, à un moment donné, vont venir. Alors attendez, je regarde, voilà. Donc ressources financières, cash flow. Et notamment, alors pour parler de ça, j'étais en discussion la semaine dernière, je fais partie de la chambre professionnelle du conseil, et la semaine dernière, on avait un petit sujet de discussion, et je discutais avec un gros cabinet de financement qui est à Marseille et qui est à Paris, et en fait, qui me disait, il faut absolument que toutes les entreprises mobilisent le PGE, donc très bien, et souvent, il y a des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui ne l'ont pas fait. Quand vous avez 1 an de trésorerie ou 1 an et demi de trésorerie, que vous avez mis en place suffisamment de systèmes qui vous permettent d'être à l'aise. Et il me disait, ben, en fait, il faut le faire parce que, à la façon dont le PGE est positionné dans les entreprises, il y a fort à parier que d'ici 2-3 ans, on nous annonce que le PGE ne soit pas remboursable et que probablement on n'aura pas à le rembourser. Bon, et ben quand vous entendez des choses de ce type, même si vous n'avez pas besoin du PGE, vous vous dites, bah, peut-être que je vais le mobiliser, je vais le placer sur un compte, je ne l'utiliserai pas si j'en ai pas besoin. Cela étant, eh ben, si jamais effectivement dans 2-3 ans, il n'y a pas besoin de le rembourser, je ne le rembourserai pas, d'accord ? Donc, premier élément sur le volet, c'est les ressources financières de l'entreprise. Et les ressources financières de l'entreprise au regard des marchés, bien évidemment, qu'elle veut attaquer. Compétences et ressources clés, bon, ressources physiques, j'en parle pas, locaux, magasins, usines, matériels. Des entreprises qui s'implantent encore sur des territoires dans lesquels il y a des problématiques de débordement. On peut sincèrement se dire à un moment donné, mais on le sait, c'est des zones inondables, c'est des zones à catastrophe naturelle. C'est un endroit qui était problématique parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure routière. Ok, et tu es allé t'implanter là-dessus. Maintenant, tu dis que quand il neige, bah, tu es bloqué 6 mois. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors que tu le savais. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est des petites choses qui semblent simples, mais qui sont fondamentales dans le devenir de l'entreprise. De la même façon, je vais parler du matériel et notamment de ce qu'on peut mettre quand on est dans une industrie, sur la partie robot et robotisation de l'industrie. Il y a des plans un peu partout dans la chimie, en agroalimentaire, la mécanique et l'automobile étaient très en avance sur les autres. Mais dès qu'on a la possibilité d'imaginer, de retravailler sur les process et de voir comment on peut intégrer à un moment donné
une optimisation entre ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques des salariés et puis derrière la possibilité d'avoir des usines, on va se poser cette question-là. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a des robots qui sont extrêmement performants, qui sont pilotables, sur lesquels on peut avoir des ERP qui vous permettent d'avoir des process de fabrication totalement automatisés. Bon, tout le monde connaît le terme ERP. Enterprise Resource Planning, c'est un outil qui permet d'avoir une gestion complète de l'entreprise. Ressources humaines, donc ingénieurs, marketeurs, commerciaux, qualiticiens, techniciens, j'aurais dû même marquer web développeur, j'aurais dû marquer tous les nouveaux métiers aujourd'hui du digital. On se rend compte que sur le digital notamment, avant il y avait la personne au marketing qui faisait aussi des réseaux sociaux. Aujourd'hui on a des gens sur les réseaux sociaux, maintenant on a des gens qui communiquent sur les réseaux sociaux et puis on en a d'autres qui sont extrêmement pertinents pour générer du flux et des leads. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on a des robots qui permettent de pouvoir le faire. Donc, à un moment donné, on se pose la question des ressources humaines et on se pose la question de finalement, au regard des marchés sur lesquels moi j'ai envie de me positionner, quels sont déjà les métiers potentiellement en tension et comment je peux faire en sorte que ces métiers en tension, moi, je sois proactif pour ne pas me retrouver dans 1 an, dans 2 ans, avec des vrais problèmes. Voilà. Il y en a qui finissent par créer des écoles, qui finissent par passer des accords avec des universités, des écoles. Alors c'est sûr qu'à l'échelle d'une petite entreprise, on n'a pas la possibilité de mettre des gros moyens sur la table. Cela étant, on peut se rapprocher, on peut identifier des interlocuteurs clés dans des écoles, et puis on peut se dire, j'ai retrouvé moi quelques pépites, et je vais régulièrement faire appel. Là, cette année, avec le dispositif de l'État sur les alternants, quand on a la possibilité de pouvoir accueillir un alternant, voire 2 alternants dans son entreprise sur les sujets du numérique, il ne faut pas hésiter à pouvoir le faire. Pas à pouvoir, c'est à le faire. Ça devient, je dirais même, quasiment une obligation. Voilà, donc très bien, un bachelor sur le poste de community manager, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et pour la petite anecdote, moi j'ai des artisans que j'accompagne aujourd'hui, qui n'avaient pas du tout de personne. C'était souvent le chef d'entreprise ou une personne ou l'assistante qui faisait ça. On a pris, j'ai 3 cas concrets sur des entreprises où on a pris des Bac+5 en community manager et je vais être le sparring partner en fait. C'est moi qui vais donner les directives, c'est moi qui vais suivre les étudiants parce qu'en interne, en fait, finalement, il n'y a pas de tuteur qui est en capacité de pouvoir les suivre. Mais ça devient une obligation. Voilà. Ressources organisationnelles, alors là, je vais insister sur les mots CRM, ERP, CRM, ERP. Celui aujourd'hui qui, là, en face de moi, n'a pas de CRM, vous savez quoi, c'est un gros danger, là. Et vous faites tout pour en mettre un en place. Voilà. Même si vous êtes seul et que vous vous dites, j'ai du chiffre d'affaires sur l'année, donc franchement, je n'ai pas besoin d'avoir une ressource commerciale, je dois mettre en place un CRM. Il y a des gens là qui ont des CRM un peu exotiques ou pas là sur le chat, vous pouvez partager pour voir un peu ce que vous avez. Moi j'utilisais jusqu'à aujourd'hui Zoho CRM et je suis passé, là je suis en cours de basculement sur un autre outil un peu plus complet qui s'appelle Axonote. Voilà, Salesforce, ok. Alors Salesforce par exemple c'est le numéro 1 mondial du CRM, donc voilà. Celle-ci, c'est une petite start-up aussi qui s'est développée, c'est un bon outil. Et celle-ci développe en plus un volet plutôt... ils sont en train d'aller sur le côté ERP, donc c'est plutôt pas mal. Pipedrive est aussi un bon outil. Buzzy, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal. HubSpot aussi est pas mal. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cet aspect-là, Odoo qui va même jusqu'au volet ERP, parce que j'ai une entreprise qui fait notamment de la menuiserie aluminium, qui a mis en place Odoo, et aujourd'hui on suit le pipe complet du début jusqu'à la fin. Voilà. Digiflow, oui, tout à fait. Merci Pedro. Tu verras que sur un des exemples, je parle de Digiflow. Allez, je continue. Compétences et ressources clés. Bon, là au niveau des technologies. Donc là, on est qu'on soit dans le service ou qu'on soit dans la production, à un moment donné, le fait d'avoir un outil propriétaire ou quelque chose qui permet de me différencier, c'est toujours intéressant parce que ça me permet d'être différent des autres et de pouvoir apporter des choses intéressantes. Alors là,
je passe rapidement. Je reviens sur les alliances, on le verra après. Et puis ensuite, le dernier volet, souvent qu'on met en stratégie, c'est ce qu'on appelle la réputation. Voilà. On considère que la réputation de l'entreprise, c'est une ressource qu'on peut mobiliser au même titre que les autres ressources. Et donc l'image de marque de l'entreprise, la notoriété, la fidélité de mes clients, c'est des éléments qu'aujourd'hui je peux valoriser. Voilà. Et on utilise, et je termine sur ce volet-là, un élément qu'on appelle le VRIST. En fait, il faut que vos ressources soient VRIST, c'est-à-dire valorisables, rares, inimitables, non substituables et non transférables. Quand j'ai identifié et que je fais ce travail-là en me disant à un moment donné, chez moi, je vais vous parler j'ai le cas d'une entreprise qui a développé des technologies NFC. Aujourd'hui, il y a quelques grands spécialistes au niveau mondial. Et ben, quand vous en avez un dans votre entreprise, et ben, vous vous dites qu'effectivement, là, vous avez un avantage sur les autres. Voilà. Quand vous travaillez sur des technologies très particulières, c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire, bah, ces gens-là, je fais en sorte de pouvoir les conserver et de pouvoir m'appuyer autour d'elles. Et ensuite, deuxième élément, eh bien, c'est un danger de n'avoir qu'une seule personne dans mon entreprise qui maîtrise cet élément-là. Donc, qu'est-ce que je fais rapidement pour pouvoir faire en sorte que cette ressource-là, qui est rare, inimitable, non substituable, est intéressante pour attaquer un marché, cela étant est extrêmement dangereuse et qui peut me permettre de pouvoir me retrouver dans une situation difficile. Alors, je vais rebondir sur très dangereux de mettre un débutant, même en master sur les réseaux sociaux, je n'avais pas vu. Oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il soit encadré et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un rentrer dans votre entreprise qui a même eu 1 an, 2 ans ou 3 ans de réseaux sociaux dans d'autres entreprises qui arrivent en master chez vous. Vous ne le lâchez pas tout de suite, vous définissez avec lui une charte, les premiers posts avec lui, vous définissez ce que vous voulez faire avec lui. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a 2 façons d'agir. Hein. Si on reprend sur la stratégie commerciale, je reviens juste un peu en arrière. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va poster, ça c'est une chose, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir une stratégie commerciale sur les réseaux sociaux. Et si on parle par exemple de B2B, vous pouvez mettre quelqu'un sur LinkedIn qui va travailler à la mise en place d'une stratégie récurrente, hein, de l'automatisation carrément, et là, c'est quand même moins sensible. Voilà. Oui, bien sûr, mais toujours. Toujours, de toute façon, quelle que soit la personne que vous intégrez dans votre entreprise, il y a une période d'intégration, et évidemment, il faut pouvoir l'accompagner et faire en sorte de la suivre. Voilà. Alors là, c'est pareil, vous n'avez pas de CRM. Je conduis une mission pour une entreprise en ce moment, et énormément de gens sont rentrés dans l'entreprise au poste que j'occupe aujourd'hui, mais en externe cette fois-ci, et en fait, il n'y avait pas d'historique. D'accord ? Donc, il a fallu pendant quelques jours que je reprenne des classeurs de papier et manuscrits à la main pour essayer de comprendre ce qui avait été fait sur les 3 ou 4 dernières années. Bon, bah, résultat des courses à la fin, j'ai fini par... alors, on a d'abord fait un petit tableau Excel, et puis bah, j'ai fini par basculer sur un CRM. Voilà. Allez, je continue. Donc, ressources. Alors, et après, in fine, quand on a fait ce travail-là, on a ces aspects-là d'attractivité marché, où on essaie de se dire, bah, finalement, les marchés, entre la partie, je dirais, la partie macroéconomique, voilà, chercher mes termes, la compétitivité de l'entreprise sur l'entreprise, et puis finalement son efficacité, quels sont les marchés sur lesquels je vais me positionner. Voilà. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'oublier la partie du haut. Hein. C'est-à-dire que quand on reprend là, un tableau de ce type sur les forces et faiblesses, on a souvent tendance à se dire, bah, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, et puis derrière, je vais dérouler. D'accord ? Donc, important de le mettre en place. Ce qui fait que derrière, souvent, on a cet élément-là, qui est une matrice qui avait été développée par le BCG, qui permet de se dire, bah, j'essaie d'avoir un vrai mix sur l'attractivité du marché, donc avec l'ensemble des éléments que je mets, et également les éléments de macroéconomie, et puis finalement le fait d'avoir des ressources en interne qui sont plutôt bien calibrées pour ces marchés-là. Et ben, quand on fait le croisement, à un moment donné, on a comme ça des grandes directives. Alors, atout très important, atout très fort, et puis marché très intéressant, j'essaie de chercher la domination sur le marché, vision, je suis le numéro 1, et puis bah, j'écrase tout le monde et j'avance. Où je laisse personne venir me prendre ma place de numéro 1. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois relativement alerte et agressif commercialement.
Et puis de l'autre côté, je peux avoir les deux, c'est-à-dire à l'opposé, un marché très peu attractif et puis des ressources très peu intéressantes finalement pour attaquer ce marché-là. On n'arrête pas de se poser la question, on finit par se dire j'abandonne le marché, je prépare éventuellement une segmentation plus fine, je me mets sur des niches sur ce marché-là parce que sinon j'y arriverai pas. D'accord ? Voilà, donc rapidement ça. Maintenant, quand finalement on fait le parallèle entre tous ces aspects de stratégie, en se disant je dois essayer de récupérer des informations, quelles sont les informations que je peux récupérer? Aujourd'hui, il y a sincèrement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'outils. Ça continue à sortir tous les jours. Je suis incapable de vous les recenser tous. Cela étant, il y a des outils de veille qui nous permettent de dire je récupère les informations. Je suis capable d'aller, par exemple, avec Price Observatory, je suis capable d'aller traquer les prix de mes concurrents et de regarder très rapidement si j'ai un site e-commerce, typiquement un outil qu'on doit mettre en place. Classiquement, de façon très simple, un Google Alert avec quelques mots-clés qui me permettent de récupérer de l'information. Voilà. Et dans cet aspect d'analyse de veille et d'optimisation de la veille, c'est-à-dire que derrière, quand je reçois des emails tous les jours sur voilà les informations, je vais quand même me poser la question de se dire qu'est-ce que je peux aller récupérer. Et puis je vais me rendre compte qu'il y a des outils qui permettent de centraliser. Voilà. Et puis je me rends compte que en fait, mes ventes sur mon site e-commerce sont en train de diminuer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a énormément de choses qui existent. Il suffit de taper sur Google, sur Quant, sur ce que vous voulez, et vous allez avoir les outils qui font le bien. Lequel choisir? Sincèrement, vous choisissez celui que vous voulez. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en mettre en place. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas en place, d'abord, vous allez risquer des choses, et puis de l'autre côté, il y a des concurrents à vous qui probablement vont voir les choses avant vous. Voilà. Et donc, ils se positionneront avant. Il y a très longtemps, par exemple, là, je vous ai mis un RSS qui s'appelle le RSS All. Il y avait un RSS qui était agrégateur de flux RSS, c'est-à-dire qu'il y avait des petites icônes de type écho qui se mettaient sur les sites Internet. Puis vous disiez ce site m'intéresse, ce concurrent m'intéresse, cette information m'intéresse. Et ensuite, vous aviez comme ça une agrégation sur votre poste, ce que fait un peu Google quand vous allez sur Google Alert, ce que fait de façon beaucoup plus fine l'outil qui s'appelle Meltwater. Enfin voilà, vous en avez plein. Vous choisissez celui qui vous va bien et puis derrière, vous déroulez. Et ensuite, vous avez du coup en interne tous les outils d'organisation. Et quand je dis outils d'organisation, je parle d'outils qui sont des outils papier ou des process. Bien évidemment, il faut que les process existent. Mais derrière, tous les outils qui, à un moment donné, vont vous permettre de gagner du temps, d'avoir des pilotages plus précis. Voilà. Alors là, j'ai essayé d'en recenser quelques-uns, mais en fait, il y en a énormément. Et souvent, ce qui est important de faire, c'est d'essayer de réfléchir au process qu'on a dans les entreprises, c'est-à-dire vous écrivez votre processus du prospect jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire le prospect, le devis, la production, le suivi de la production, le service qualité, enfin toutes les étapes qu'il peut y avoir finalement dans votre processus. Et à partir de là, vous vous dites, voilà, moi je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a probablement un outil qui est le plus important, c'est celui-là. Et puis, je vais finir par y agréger des outils qui sont très intéressants. Donc là, il y a des très gros. Quand on a pu avoir notamment la suite Google avec des documents, il y a eu la période de Dropbox où c'était extraordinaire, on pouvait collaborer, on pouvait mettre des documents, mais il y avait des problématiques parce que quand il y en avait un qui ouvrait, l'autre de l'autre côté, il travaillait aussi sur le document, on n'avait pas les bonnes versions. Enfin bon, c'est pas grave, tout ça finalement a évolué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des outils qui sont extrêmement pertinents. Très 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 efficace. Alors je veux pas faire la pub de différents outils, mais je vais faire un petit focus sur Digiflow. Digiflow qui est une petite entité, là il y a Pedro Bras qui est là, mais vous avez du cloud, vous avez de la visio, vous avez un CRM, vous avez de l'ERP, et finalement on peut trouver dans l'intégralité de ces outils à boire et à manger pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites, j'ai besoin d'abord d'un outil de collaboration, et j'en ai. Je regarde aujourd'hui des appels d'offres, il y a des outils qui me permettent de faire de la veille. J'ai besoin d'avoir de la comptabilité. Là, j'avais été approché, par exemple, il n'y a pas très longtemps, par une société là, que j'ai nommée qui s'appelle Agicap. Agicap, ils ont mis en place un outil de prévisionnel de trésorerie. Voilà. Très intéressant. Voilà. Et effectivement, pour des entreprises qui ont des vrais soucis de trésorerie, l'outil Agicap, pour le coup, vous permet de faire de l'outil prévisionnel de trésorerie.
et il est intéressant. Voilà. Mais il y en a qui fonctionnaient avec Excel, ça se passait très bien, sauf que Excel, il faut que vous alliez repointer les choses, et puis du coup, c'est pas automatique. Et là, vous avez un outil qui est non seulement automatisé, une fois que vous l'avez paramétré, derrière qui va vous récupérer les éléments de paiement de votre, sur vos relevés bancaires, qui va faire des rapprochements, qui va vous refaire des projections. Donc, voilà, il y a des choses aujourd'hui qui sont relativement très, très, très efficaces. D'accord ? Tout le monde connaît ces outils aujourd'hui. Qui utilise aujourd'hui plus de 4 ou 5 outils numériques dans son entreprise ? Ça doit être assez facile d'y arriver, parce que quand vous avez un CRM, quand vous avez et alors, Ingrid, du coup, quels sont les outils que vous avez mis en place ? Bonjour. Bonjour. J'ai Trello, j'ai un CRM. Après, j'ai des logiciels d'animation, d'ateliers, de brainstorming, choses comme ça, qui peut être Classroom. Et après, comme je fais des formations et des formations e-learning, c'est plutôt la plateforme e-learning. Voilà. Et en fait, typiquement, avec une activité comme les vôtres, on est capable, je dirais aujourd'hui, quasiment d'automatiser, parce que quand vous avez fait des modèles, quand vous avez fait des petits modules, en fait, vous avez des modules sur Internet que les gens peuvent regarder de façon autonome, où les gens peuvent acheter directement le module, puis ensuite le visionner, et que vous avez finalement un CRM avec un pipe, vous avez un fichier, vous achetez des fichiers, aujourd'hui il y a des fichiers qui s'achètent, vous les rentrez, vous avez la possibilité d'aller traquer les gens potentiellement sur Facebook, LinkedIn qui viennent vous voir, vous les intégrez dans votre CRM, derrière vous leur envoyez une petite présentation, newsletter, enfin un emailing qui va pointer sur les différents modules que vous avez, et finalement vous pouvez lancer des opérations tout automatisées, et vous vous occupez, concentrez d'autres choses. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on a comme ça des choses qui sont automatisables, on doit réfléchir, au process, et d'essayer de se dire finalement comment est-ce que j'arrive à automatiser un maximum de choses. Voilà. Alors on n'est pas obligé de tout mettre en place tout de suite. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas tout mettre en place tout de suite, parce que sinon vous explosez. Mais cela étant, il y a énormément de choses. Et le dernier élément, je l'ai noté là, c'était l'IA. Maintenant, il y a les intelligences artificielles, non pas seulement des algorithmes qui sont capables d'analyser quelques points, mais vraiment des choses extrêmement pertinentes. Et j'en cite une, mais c'est en train d'évoluer, notamment pour Zoho, où vous avez une intelligence artificielle, effectivement, alors elle s'appelle Zia, et vous avez Zia qui peut vous aider en vous disant, tiens, j'ai détecté que le chiffre d'affaires était en régression, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, tu as oublié de facturer cette personne-là alors que je détecte que tu es allé la voir 3 fois. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en place et qui peuvent permettre effectivement de fluidifier finalement l'ensemble des éléments. Voilà. Et du coup, alors je reviens là-dessus, ça veut dire que quand vous reprenez le modèle économique de départ, première des choses, c'est que ce n'est pas tout à fait le même modèle économique. On y intègre les cases menaces et opportunités. Et là, on est capable de refaire des spots en se disant, une fois que je reprends finalement ce modèle économique, que j'y intègre les menaces et les opportunités qu'il peut y avoir sur mon marché, et que je viens mettre la dimension numérique à l'intérieur, qu'est-ce que devient mon modèle économique ? Voilà. Et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire. Alors, on peut le faire des fois en atelier physique, mais en fait, vous reprenez votre modèle économique et vous vous dites sur les activités clés que vous avez, sur les menaces et les opportunités, finalement, aujourd'hui, comment le numérique peut modifier les choses. Voilà. Donc, vous aurez menaces, opportunités qui peuvent venir potentiellement modifier vos activités. Ceux qui se sont mis à vendre du plexiglas et des masques en plexiglas, alors qu'ils avaient une ressource clé, des partenaires clés qui étaient du plexiglas, ils avaient des outils qui étaient potentiellement qui leur permettaient de faire, ils sont allés attaquer un nouveau segment de marché de façon totalement différente, modifier des tarifs, modifier des prix. Voilà. Donc on peut aussi se saisir à un moment donné d'opportunités ou de menaces pour pouvoir modifier son modèle. Et j'ai retrouvé hier quelque chose qui était assez bien fait. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, qu'on utilise souvent quand on est en marketing et qu'on apprend le marketing en disant, voilà, il y a une pyramide de Maslow qui part des besoins de sécurité, et puis ensuite on remonte jusqu'à ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. En fait, il y a un cabinet qui a fait une pyramide de Maslow, mais mode start-up numérique. Voilà. Et on y retrouve du coup, on y retrouve ce genre de choses.
où on se dit effectivement aujourd'hui, je peux retrouver non seulement à titre individuel des réponses numériques, où qu'elles soient, mais je peux faire le parallèle aussi avec l'entreprise. C'est-à-dire que mon entreprise, si aujourd'hui je suis sur un niveau où j'ai besoin de manger, eh ben, je ne vais peut-être pas avoir les mêmes obligations. Et puis, au fur et à mesure, si je me suis assuré d'un chiffre d'affaires, si je me suis assuré d'une rentabilité, si je me suis assuré de pas mal de choses, et à chaque fois que je monte dans la pyramide de Maslow, à un moment donné, peut-être que la façon dont je regarde mon entreprise n'est pas la même. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et aujourd'hui, le numérique permet d'avoir, j'allais dire, quasiment pas de limite dans l'imagination qu'on peut faire. Parce que ce que vous êtes en train d'imaginer aujourd'hui, il y a probablement une start-up en Inde, en Chine, aux États-Unis, qui est en train de développer l'outil dont vous avez besoin. Et du coup, je reviens sur cette logique-là de stratégie commerciale au regard du digital. Il y a des éléments, j'en avais parlé sur le dernier atelier qui avait eu lieu de façon physique, en disant, quand on est dans une logique de développement, une logique marketing et commerciale, il y a 3 points sur lesquels on se base toujours, qui sont assez simples à retenir, mais qui sont redoutablement efficaces. Pour vendre quelque chose, il faut que les gens nous connaissent. Ensuite, il faut qu'ils nous aiment. Puis derrière, il faut qu'ils nous essayent un petit peu. Enfin, qu'ils passent à l'acte d'achat. Et puis, là où on a gagné, c'est quand finalement les gens nous réachètent. Voilà. Parce que sinon, on n'a fait qu'une partie du chemin et on sait pas, on s'arrête. On s'arrête parce que si chaque année, vous êtes obligé de la totalité des clients, alors, bien évidemment, en fonction du métier que vous avez, quelqu'un qui vend des maisons neuves à des particuliers, à moins que le particulier veuille racheter et réinvestir, on change de profil. Mais quand on est comme ça sur des biens courants, du service ou des biens courants, il faut garder cet élément-là en tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, moi, j'ai essayé d'identifier. Voilà. Toujours avec ce champ-là, hein, je garde toujours le champ macroéconomique, mes clients, potentiellement le suivi que j'ai eu, et quand on commence à dire le suivi, ça veut dire que si j'ai pas de suivi, si j'ai pas d'outil de tracking, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé. Voilà, quelqu'un qui vient sur mon site e-commerce et j'ai mis aucune mesure d'analyse. Les gens m'ont appelé pendant 1 an, j'ai noté sur des blocs-notes, j'ai éventuellement fait un petit tableau Excel. Par contre, à chaque fois que je dois analyser, c'est compliqué. Donc ces éléments-là sont à mettre en place. Derrière, je construis les offres qui vont bien. Je reprends ce qu'on appelle les arguments sans casse. Je reste tout dans cette démarche commerciale. Par contre, j'applique vraiment des outils qui marchent. Quand vous allez aujourd'hui sur des outils, sur du développement, et qu'on se rend compte qu'on se pose la question de quel est le service que tu rends, ton produit à quoi il sert, ton service à quoi il sert, et puis finalement, quels sont les arguments que tu as mis en place pour pouvoir convaincre les personnes, on se rend compte que très régulièrement, il n'y a pas de choses transcendantes. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux, pour faire de la notoriété. Ça, c'est très bien. Par contre, ils n'arriveront jamais à passer au stade d'après, parce que je communique, certes, je communique. Par contre, je ne donne pas suffisamment d'éléments pour que les gens m'aiment, et je ne leur donne pas l'opportunité de me tester ni de m'acheter. Donc, je me contente de faire de la notoriété. Voilà. C'est ça aussi qui change avec le numérique. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de rentrer dans des analyses beaucoup plus fines de nos clients, nos potentiels clients, les prospects qui viennent nous voir. Finalement, l'acte d'achat, sur les sites e-commerce, aujourd'hui, on a la possibilité de traquer les mouvements des personnes, de regarder ce qu'elles sont allées faire, de modifier du coup la structure, de modifier les pages, de rapprocher le mot contact, de remettre le téléphone un peu plus près, parce qu'on se rend compte de ce qu'en font aujourd'hui les consommateurs sur les sites. Si ça n'arrive pas à se transformer, c'est qu'il y a à un moment donné quelque chose qui ne va pas. Alors, le ce qui ne va pas, ça peut être l'offre, mais le ce qui ne va pas, ça peut être aussi les arguments qu'on a mis en place. J'arrive pas à convaincre finalement les personnes de cliquer, d'acheter. Voilà. J'arrive pas à convaincre les gens de m'appeler au téléphone et de positionner un rendez-vous. Je n'arrive pas à convaincre les gens à qui j'ai envoyé un email LinkedIn à cliquer dans la prise de rendez-vous automatique. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que ce que tu dis dans le contenu ne les intéresse pas, et si ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Voilà. Et puis, méthode AIDA, on en avait parlé également la dernière fois, attention, intérêt, désir, action. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'adresse à une cible en particulier, on nomme le besoin de cette cible. Effectivement, si on ne connaît pas le besoin, on n'a aucune chance de les interpeller. On est ensuite désirable,
Ben, c'est pour ça qu'on fait de l'argumentation son casse. Et puis ensuite, on les invite à une action. Voilà. Parce que si je ne les invite pas à une action, eh ben, le se faire tester n'arrivera jamais ou le se faire acheter n'arrivera jamais. Donc il faut forcément que je puisse insuffler quelque chose de façon beaucoup plus automatique. Et après, eh ben, en fait, on avait, je dirais avant l'ère du numérique, le mail, le téléphone, les SMS et puis les rendez-vous physiques. On arrivait, donc on continuait le process avec des objectifs, avec de l'analyse de retour sur investissement. Et quand les outils numériques sont arrivés, eh ben, aujourd'hui, on voit poindre tout ça. Voilà, la visio. Et je vais reprendre notamment une démarche qu'on est en train d'entreprendre avec une entreprise. On est dans une période extrêmement difficile. Une mission a été confiée sur le réseau qu'on appelle le CHR, hein, donc café, hôtel, restaurant, donc des marchés qui sont fermés. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, eh ben, on démarche l'ensemble de la distribution et des acteurs de la restauration pour identifier les potentialités de travail avec eux. Voilà. Et ça a démarré en pleine période de premier confinement. D'accord ? Donc, pendant que les personnes se posaient des questions sur qu'est-ce que je vais devenir demain, comment je le fais ? Eh ben, ce qu'on a mis en place, c'est assez simple. On a récupéré un fichier, alors on est passé sur un site qui s'appelle Manageo. Vous avez la possibilité de récupérer des fichiers à des tarifs relativement accessibles pour identifier quelque part les entreprises qui pouvaient potentiellement nous intéresser sur le marché. Derrière, vous avez un outil LinkedIn qui vous permet d'aller trouver des ressources et des personnes. Vous avez la possibilité de les demander en ami en faisant un texte pertinent et non pas juste je clique pour devenir ami sans mettre une note complémentaire, même si elle est limitée à 300 caractères et on est bien avec l'outil gratuit LinkedIn, c'est-à-dire vous payez, pour l'instant vous ne payez rien, c'est juste le temps qu'on y passe finalement, mais il existe des robots qui peuvent le faire pour vous et qui automatisent la démarche. Ensuite, ces gens-là, eh ben, la différence d'avant, c'est que je n'avais pas forcément envie de me déplacer à Paris, à Lyon, à Lille, n'importe où. Et du coup, je reviens alors. Excusez-moi, je reviens sur le Soncast, les gens qui ne connaissent pas, pardon. Ça veut dire sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement. Alors sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, c'est ce qu'on appelle les grands mobiles d'achat. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. Le haut orgueil, c'est des gens qui pensent qu'ils sont les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et voilà. Nouveauté, c'est des gens qui sont toujours dans la recherche de nouvelles sensations, de la découverte, et qui ont plutôt une logique dans les achats qui va rentrer sur ce volet-là. Vous avez ensuite le confort, les gens qui aiment bien qu'on leur mâche les choses, qui n'aiment pas la complexité, et qui aiment bien que tout soit bouclé de A à Z. Vous avez l'argent, donc on est argent comme son nom l'indique, mais il y a aussi la notion de rapport qualité-prix. Vous avez ensuite la sécurité, vous avez la sympathie, donc là c'est la relation qu'on peut entretenir, donc des gens qui sont plutôt pour la construction de vrais partenariats et de choses qui sont plutôt à long terme. Et puis vous avez le E qui est le E écologie, sur lequel c'est une nouvelle dimension. À l'époque, le Soncast, il n'y avait pas le E, mais qui est arrivé il y a quelques années et qui prend souvent le pas maintenant dans certaines décisions. Voilà. Donc en général, on considère que quand on veut travailler et se préparer, mettre des arguments, on essaie de se dire qu'est-ce que je pourrais dire à une personne qui serait sécurité, qu'est-ce que je pourrais dire à une personne qui est orgueil, et du coup, on met en face le texte et on met potentiellement les arguments et les preuves qu'on est capable de déployer. Les preuves, ça peut être des photos, ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ça peut être pas mal de choses. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur la démarche. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez intégré tout ça, là, notamment sur LinkedIn, après, bien évidemment, vous avez réussi à avoir un rendez-vous avec les personnes. Aujourd'hui, on arrive à faire des rendez-vous en visio, des premiers rendez-vous de découverte en visio, alors qu'avant, ça ne se passait pas. Il y a eu des choses aussi extraordinaires pendant le premier confinement, c'est que quand vous êtes en visio avec un acheteur ou avec le PDG d'une centrale, et qu'en fait, pendant la visio, vous avez sa petite fille qui vient sur ses genoux, qui vient patouiller la caméra, et vous créez une relation qui est totalement différente avec la personne qui est en face de vous. Et donc, ça peut permettre d'avoir des choses et une démarche et une stratégie commerciale relativement importante. Et après, tout ça fait de façon physique, sauf qu'aujourd'hui, il y a des systèmes automatisés avec des outils dont je ne suis pas, moi, ni le prescripteur, ni l'utilisateur principal. Par contre, il y a des entreprises qui les mettent en place et qui vous permettent comme ça, tout ce que je viens de dire, jusqu'au fait qu'à un moment donné, il faut appeler au téléphone et il faut parler, mais
probablement que ça arrivera dans les quelques années, eh ben, vous avez la possibilité de l'automatiser. Voilà. Et plus on l'automatise, eh ben, plus on peut se concentrer sur des choses essentielles. C'est finalement la compréhension de l'autre, la découverte de ses besoins, la capacité à répondre à des problématiques, la capacité à découvrir ce qu'on va appeler souvent en marketing les insatisfactions. C'est-à-dire que aujourd'hui, je travaille avec cette personne, mais je me rends compte qu'il y a encore des champs de développement. Et c'est ça ensuite qui permet de se dire, bah, finalement, j'ai un système qui est totalement automatisé. Voilà. Et qui fonctionne surtout. Et donc, en résumé, si je devais dire, l'objectif d'un chef d'entreprise, c'est bien évidemment d'assurer le développement de son entreprise. Alors, le développement, pas forcément de façon relativement importante, hein, on n'est pas obligé de faire 1 milliard d'euros pour être content, mais en tout cas d'assurer le fait qu'il trouve des clients, avec la deuxième obligation, c'est que son activité elle soit pérenne. Voilà. Donc, le seul moyen d'avoir une activité pérenne, c'est aussi de regarder ce qui est en train de m'arriver au-dessus de la tête. Voilà. Je pédale de plus en plus vite. Bon, je suis juste pas en train de me rendre compte que je suis seul, que tous les autres sont ailleurs et que en fait, je me suis engagé dans une impasse. Bon, bah, c'est dommage. Voilà. Et donc, la petite question de la fin, c'est que finalement, pour vous, elle faisait quoi l'autruche du début? Vous savez, la petite autruche qui avait la tête dans le sable? Lève la tête. Oui, alors je vais rebondir quand même sur l'automatisation. On s'est rendu compte sur l'automatisation, et on s'en rend compte quand on est harcelé, que vous avez quand même des messages qui ne sont pas des messages personnalisés. Donc il faut faire très très attention dans l'usage de l'automatisation, effectivement. Voilà. Et ça dépend, du coup, ça dépend des objectifs. Si vous avez besoin d'aller chercher 5 contacts par mois, il n'y a pas besoin d'automatiser. Maintenant, si vous vous rendez compte que quand même vous allez essayer de chercher pas mal de choses, l'automatisation, quand bien même vous avez 10% ou 15% de gens qui disent bah, je reconnais que c'est un robot, ça ne m'intéresse pas, et ben derrière, c'est finalement le retour sur investissement qui va faire la différence. Aujourd'hui, l'automatisation permet de capter pas mal d'infos, de pouvoir envoyer des emailing, enfin de faire des choses assez intéressantes. Alors du coup, elle se cachait. Et ben en fait, l'autruche, elle était en train de se préparer au changement climatique. Voilà, c'est la seule qui a compris ce qui était en train de se passer. D'accord ? Allez, si vous avez des questions, maintenant je suis preneur. Je vais essayer de faire le tour, j'ai à peu près respecté le timing. Alors B2C, on peut le faire aussi, mais B2C, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser d'abord les réseaux sociaux. On peut aujourd'hui faire des flux. Et c'est vrai qu'en B2C, quand on a un site e-commerce ou quand on a un atterrissage, même avec un site qui permet de prendre des rendez-vous, de faire des choses assez intéressantes, on a quand même la possibilité de faire des choses extrêmement performantes sur tous les secteurs d'activité, hein. Que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans le commerce. Aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement que c'est assez monstrueux. Il y a des acteurs aujourd'hui de l'Internet, alors je ne vais pas les nommer, mais je travaille avec 3 acteurs aujourd'hui, 2 sur Montpellier et 1 sur le 83, en fait, qui sont capables de travailler à la performance sur Internet. Ils vous développent un site e-commerce, et derrière, ils viennent se rémunérer au chiffre d'affaires. Voilà. Et sur un d'eux, par exemple, on a même mis des paliers de chiffre d'affaires, en disant jusqu'à 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu prends 3 points ou 4 points, et puis on a calibré comme ça jusqu'à 1 million d'euros. Donc sur des petites entreprises qui démarraient, hein, qui ont démarré là, dont le site d'ailleurs a été lancé pendant la période de Covid. Donc aujourd'hui, même les modèles économiques des acteurs de l'Internet changent. Voilà. Vous avez la possibilité, il y avait des plateformes, des marketplaces qui donnaient des contacts, qui vous facturaient des contacts. Aujourd'hui, il y a ces acteurs-là qui sont capables de vous générer du contact, de générer du flux sur les sites e-commerce, et donc on peut avoir énormément de choses par rapport à ça. Voilà. Des questions ? Allez-y, là, ceux qui veulent prendre le micro, je vous en prie, ou chatter. Non, c'est clair ? Bon, eh ben, écoutez, merci. Je vais vous relaisser la parole, Nathalie. Merci, Samir, pour cette... une question. Bien sûr. Je vois qu'une question vient de monter, là. Alors, je n'arrive pas à la lire.
quel est pour vous le meilleur workflow? Quel est pour vous vous êtes sur quel marché? Vous faites quoi? Celui qui a posé, Marc Liguet. Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, présentation déjà très intéressante et très riche. Bravo pour le travail. Effectivement, ça reprend vraiment tous les éléments, en tout cas, de la stratégie commerciale, et c'était vraiment pertinent. Là, en fait, bon, on est dans les grandes lignes, donc vous, en fait, quand vous préconisez une stratégie de prospection B2B pour vos clients, quel est le process, quel est le workflow le plus efficace que vous définissez pour la prospection, notamment B2B? Alors, je vais vous répondre, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais c'est vraiment comme ça que je fais. C'est que je prends, il y a deux façons de le faire. Première façon, et quand je vous le dis, c'est ce que je fais. Hein. Première façon de faire, c'est que je demande à mon client de me donner 3 ou 4 ou 5 contacts de ses clients les plus importants. Je les appelle et je leur pose la question suivante en disant, voilà, aujourd'hui, si vous ne connaissiez pas l'entreprise avec laquelle vous travaillez, qu'est-ce que vous feriez? Et il va m'expliquer. Voilà. Et il va me dire, alors je dis une bêtise, il va me dire je vais sur Google, il va me dire je vais prendre un annuaire, il va me dire bah, j'attends que les gens m'appellent, et il va vraiment vous expliquer la façon de faire. Voilà. Quand vous en avez 4-5 qui vous ont validé, je vais dire les 20-80, si les 4-5 vous ont dit il faut m'appeler au téléphone, il faut me harceler au téléphone pour m'appeler, et ben je vais vous dire, même dans l'ère du numérique, et ben aujourd'hui, la meilleure façon de prospecter, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que des fois, on va sur des prospects qu'aujourd'hui, le client n'a pas. C'est-à-dire qu'il est sur un marché sur lequel il veut se positionner. Et là, on va se mettre plutôt en mode étude de marché. C'est-à-dire qu'on va les approcher, et on va les approcher par tous les moyens possibles. On va les approcher sur LinkedIn, on va les approcher en récupérant un fichier, en les appelant au téléphone, en leur envoyant un mail, en leur disant qu'on n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit, mais on est là pour essayer de comprendre le marché. Et on va faire la même chose en leur disant, voilà, aujourd'hui, il y a des éléments de communication. Est-ce que vous êtes sur des salons? Est-ce que vous êtes sensible aux réseaux sociaux? Lesquels? Oui. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que si j'ai une approche téléphonique, ça vous interpelle? C'est pas la peine de m'appeler au téléphone. Et donc, à chaque fois, en fonction de la typologie des marchés, on peut avoir des workflows qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir avec le numérique. Et puis, des fois, eh ben, on va intégrer le numérique parce que la personne, le cas que je vous ai cité tout à l'heure, j'ai appelé, pour petite anecdote, j'appelle un distributeur, j'ai les coordonnées, j'appelle, la personne est en arrêt maladie. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur LinkedIn. Je la demande en ami en lui expliquant, en lui disant ben, bonjour, j'ai un tel qui m'a dit de vous appeler, bon, vous étiez en arrêt maladie, donc j'espère que votre convalescence se passe bien, et au plaisir d'échanger. La personne a accepté l'invitation. D'accord? Il m'a répondu, effectivement, je suis en arrêt maladie jusqu'à telle période, je vous rappelle quand je reviens. Je lui dis, écoutez, pas de souci, portez-vous bien. Puis je lui réponds, pas trop grave. Et il me répond, non, non, je me suis fait opérer, tout va bien, mais avec le Covid, je ne reviens pas au travail. Mais pourquoi vous vouliez me voir? Et en fait, on a chatté, il m'a donné son portable, je l'ai appelé chez lui pendant son arrêt maladie. Donc, il n'y a pas de... Sincèrement, celui qui vous dit qu'aujourd'hui, il y a une méthode, on peut utiliser des méthodes en fonction du marché que vous ciblez, voilà, qui peuvent ou pas fonctionner en fonction de la typologie des entreprises que vous allez cibler. Dans le milieu de l'artisanat, par exemple, j'ai des gens, l'artisanat aujourd'hui, c'est en train de changer, mais il n'y a pas encore beaucoup d'artisans qui ont le réflexe d'aller sur LinkedIn. Donc, si votre cible, c'est des artisans, eh ben, le mail, le téléphone, ça sera plus efficace, voire même prendre sa voiture et passer. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels, effectivement, on peut avoir des systèmes automatisés avec de la prise de rendez-vous directement sur votre agenda. Et puis, la seule chose que vous faites dans le process amont, c'est de décrocher votre téléphone et de répondre à la personne qui vous appelle au moment où elle vous appelle. Voilà. Donc, et des fois même, quand vous avez des process, je reviens par exemple sur du e-commerce, bah, vous, entre guillemets, vous faites rien parce que vous avez automatisé la totalité de toutes les actions. Vous traquez les gens, vous refaites de reprise de panier, ils sont allés sur votre site, ils n'ont pas terminé, pourquoi ils ne sont pas allés, on va analyser, on va modifier le site. Finalement, ils ont terminé le processus d'achat parce qu'on les a récupérés sur un autre site et on les a fait revenir avec une voilà, aujourd'hui, les outils sont innombrables.
mais votre cible, elle est unique, enfin, la façon de l'approcher, elle est unique, et ensuite, eh ben, le meilleur moyen, c'est de leur poser la question de qu'est-ce qui leur semble à eux le plus pertinent, et à ce moment-là, vous déployez, et puis ensuite, vous mesurez le retour sur investissement. Voilà. Il y en a beaucoup qui nous disent en ce moment, les emailing, c'est nul, ça marche pas. Eh bien oui, mais pas pour tous les secteurs. Il y a des secteurs où on avait des taux d'ouverture qui étaient relativement importants et des prises de rendez-vous, des demandes de devis qui étaient assez exceptionnelles. Voilà. Il y en a d'autres sur lesquels on a abandonné. Voilà, on a fait des séries d'emailing, on a fait sur une entreprise, on a fait des campagnes, on a fait 10 campagnes de 10 000 emails à chaque fois, taux d'ouverture ridicule, donc on reprenait les textes et tout. Et puis après, quand on appelle, on vérifie bien qu'effectivement, les emails, aucun intérêt, on laisse tomber. Ouais. Voilà. Alors après, il y a l'autre notion qui est importante, c'est le coût de l'action. Hein. Il y a des actions qui peuvent être extrêmement pertinentes, mais comme elles coûtent très cher, on les élimine de la possibilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, en tout cas j'ai essayé d'être le plus clair. Voilà. D'autres... Alors pour la prospection, oui, voilà, ok. Non, c'est bon, c'est ça. C'était Marc, j'étais en train de regarder votre question. Pour la prospection B2B, cela étant, quand vous reprenez, si vous reprenez cette slide, la slide sur laquelle il y a marqué notoriété, la première chose quand même qu'il faut garder en tête, c'est que pour que les gens ils vous appellent ou ils vous interrogent, c'est qu'ils vous connaissent. Et quelque part, les réseaux sociaux, il faut les utiliser comme ça. C'est-à-dire que si vous chuchotez à l'oreille de votre dirigeant, et je rebondis là sur Lionel notamment, si vous chuchotez tous les jours ou tous les 2 jours ou toutes les semaines, et vous lui dites gentiment BS stratégie, je fais du conseil, je fais de la stratégie, et ben, il y a un moment donné où dans la journée, il va se lever, il va dire tiens, aujourd'hui, il faudrait que j'ai du conseil en stratégie, il va dire ah bah tiens, ça me parle ça, BS stratégie. Voilà. Donc, c'est à ça que ça doit servir dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brûler toutes les étapes. On peut les faire rapidement, mais il y a quand même des étapes sur lesquelles qui sont inéluctables. Et ben, à un moment donné, le fait d'être visible et de visible de façon pertinente, et puis ensuite derrière d'avoir des actions beaucoup plus, entre guillemets, invasives, et ben, ça vous donnera forcément des meilleurs résultats. Voilà. D'autres... Et alors, je fais un mot parce que j'ai Pedro Braz en visu là, sur la caméra, mais par exemple, la société Digiflow qu'il dirige, ils ont développé des outils. Vous voyez, aujourd'hui, on utilise Microsoft Teams, mais ils ont un outil de visio. Moi, j'utilise Zoom, et j'ai découvert, après avoir pris un abonnement Zoom, que Pedro proposait un outil de visio. Je ne le savais pas. Et pourtant, je connais Pedro. Voilà. Sauf qu'ils ont développé leur outil de visio pendant la période de Covid, et en fait, ils ne l'ont pas fait savoir. Et ne le faisant pas savoir, et ben, du coup, vous savez quoi, même les gens qui le connaissent ne le savaient pas. Donc, ils n'ont pas utilisé cette solution-là. Voilà. Donc, effectivement, cette notion-là de notoriété, et ben, il faut la rappeler. Quand on fait de la formation, je fais un tout petit peu de formation, mais en formation, il y a un principe de base, et d'ailleurs, même en commercial, il y a un principe de base, c'est qu'il faut répéter 3 fois les choses importantes. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez qu'il retienne que vous êtes le plus pertinent, et ben à 3 moments différents, il faut parler de pertinence, il faut démontrer votre pertinence, et puis vous avez des chances qu'à la fin, il se rappelle quand même que vous êtes le plus pertinent. Voilà. C'est bon? Allez, écoutez, merci à tous. Merci Samir. Je vais laisser le soin à Pedro de conclure cet échange. Merci à Samir pour cette intervention que je qualifierais d'éclairante. En tout cas, moi, elle m'a donné la pêche et je suis sûre qu'elle a apporté à chacune et chacun d'entre vous plein de pistes de réflexion. Je vous invite encore une fois à vous connecter sur le site de l'UPE 13. J'espère vous retrouver très vite sur un nouveau rendez-vous. Donc, Pedro, je vous laisse le mot de la fin. Merci encore à toutes et tous d'avoir participé à cet échange. Merci, Samir. Merci à vous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Super. J'ai vraiment un problème de mauvaise qualité de ligne et c'est terrible. Donc, c'est complètement haché. Donc, merci, Samir, d'avoir présenté.
d'avoir fait ce club. Donc c'est vrai que le résumé, c'est un peu, il faut se repositionner, hein, ça c'est clair. Il faut vraiment, entre autres, c'est vrai par rapport aux outils digitaux. Hein, Samy a parlé de Digiflow, mais c'est vrai que Digiflow est tout en un. Hein, aujourd'hui, la RM est intégré à la facturation et ça évite de démultiplier tous les outils. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut avoir plein d'outils, mais après ça devient. Voilà. Pour le prochain club de performance, c'est Olivier qui va l'organiser, qui était l'agenda, parce que c'est un peu bouleversé, hein, parce que on avait ça devait être Christine Mottet qui devait intervenir le mois prochain, mais bon, c'est reporté parce que comme il n'y a pas de présentiel, donc on va sûrement refaire une par visio. Donc n'hésitez pas surtout à regarder l'agenda de l'UPE et je vous remercie à tous. Et en tout cas, Samy. Je vous enverrai Pedro, Nathalie, je vous enverrai le support, comme ça vous pourrez le. C'est ce que j'allais dire, comme ça on le relaiera, on le renverra à l'ensemble des participants. Sans problème. Merci beaucoup, bon après-midi. À très vite. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.